Le mot démocratie ne peut pas s'appliquer en Afrique. La démocratie, d'abord, c'est quoi? C'est laisser les populations choisir leur mandataire pour gérer leur pays et leurs biens. L'ayant compris, les dictateurs africains ils verrouillent au niveau de l'élection pour que l'expression populaire, l'expression du peuple soit vissée complètement au départ. Et pour que les élections n'aient qu'un seul logiciel qui répète inlassablement à la sortie que c'est la même personne qui est là et qu'on aura à la subir jusqu'à la lie. D'ailleurs... Oui, oui. Alors, une fois qu'on a verrouillé le système électoral de cette manière-là, parce que c'est la même personne qui a cassé le mur de la séparation des pouvoirs et qui gère le législatif, l'économique, l'administration, l'exécutif, la justice, et que la personne qui va proclamer les résultats, c'est lui qui l'a nommé, c'est un magistrat. Quand il nomme les magistrats, il gère leur carrière, il les met dans l'opulence, pour qu'ils puissent dire, bah oui, moi, les résultats, c'est lui qui est élu, hein, et c'est ça qui compte. C'est ça que vous allez retenir à l'extérieur. Et c'est là où, à partir de là, vous allez, le président de la République française va le féliciter, même si on a la preuve que c'était une mascarade, un simulacre d'élection. Et on va dire vive la démocratie. Non, ça suffit. En ce sens, on a tort, nous, en France, de dire que la démocratie est un système qui ne fonctionnerait pas ou qui n'a pas fonctionné en Afrique, enfin, en Afrique, dans plusieurs pays africains, car c'est une expérience qui reste à vivre. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Oui. Oui. On ne sait pas ce que c'est que la démocratie. Oui. Monsieur Ibrahim Traoré part du principe que le Burkina Faso est dans un état sécuritaire compliqué et ce n'est pas l'alternance ou les élections qui auraient apporté de meilleurs résultats au contexte sécuritaire. Ce n'est pas parce qu'on fait de l'alternance politique que le djinnim prend peur et fait demi-tour. C'est une corrélation qui n'a pas vraiment de fondement solide. C'est faire des rapprochements qui n'ont pas vraiment de cohérence. On peut être un dirigeant arrivé par voie militaire au pouvoir et bien gouverner. Vous dites que ce n'est pas la démocratie qui pose problème, ce sont les hommes. De la même manière, je dis, ce n'est pas le coup d'État qui pose problème, c'est la manière de gouverner de celui qui mène le coup d'État. Les exemples sont quand même rares. On a des Jerry Rawlings qui se sont illustrés. Ils ne sont, ils ne sont pas rares du tout. Peut-être si vous vous enfermez dans le prisme africain, vous trouverez qu'ils sont rares, mais l'Afrique n'est pas un vase clos. À travers le monde, vous avez, avant la crise au Moyen-Orient, les monarchies du Golfe, qui trouvent d'ailleurs grâce aux yeux de ceux qui apportent la démocratie aux Africains. Et c'est d'ailleurs ce que M. Ibrahim Traoré fustige. Vous avez en Arabie Saoudite le journaliste Khashoggi qui était découpé en morceaux à l'ambassade d'Istanbul. Mais vous aviez une grande amitié qui est toujours encore d'actualité entre Mohamed Ben Salman d'Arabie Saoudite et les démocraties occidentales. Pourtant, la situation des femmes en Arabie Saoudite est 1000 fois pire que la situation des femmes en Iran. En Arabie Saoudite, il n'y a pas d'église. Mais en Iran, vous avez la cathédrale Saint-Nicolas de Téhéran. Et c'est sur ça que Ibrahim Traoré dit: ce n'est pas question d'empêcher le peuple de s'exprimer, mais il n'est pas question de se laisser dicter les règles de la démocratie par des gens qui eux-mêmes ne les appliquent pas et qui ont une approche qui est en fait animée par des logiques impérialistes. Vous avez dit que ce ne sont pas les Occidentaux, les Nations Unies qui ont réglé le cas Kadhafi. Bien sûr que oui. N'eût été Nicolas Sarkozy, Bernard-Henri Lévy, il n'y aurait pas d'intervention en Libye. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les Nations Unies qui décident d'intervenir en Libye. Il y a un Conseil de sécurité des Nations Unies dans lequel aucun pays africain ne fait partie et qui ont droit de veto. S'il y avait eu un pays africain à l'intérieur, il aurait suffi qu'ils disent non. Une seule voix suffit, un seul veto suffit et il n'y a pas d'intervention. Donc Ibrahim Traoré est conscient de la réalité qui n'est pas tout à fait... Mais Wilfried, juste une question. Moi, en fait, ce que peut-être les détracteurs d'Ibrahim Traoré craignent avec ce genre de déclaration, c'est que ce soit une tentative de pérenniser son propre pouvoir et qu'il y ait une instrumentalisation de la lutte contre un impérialisme occidental. Vous savez, même en tant que Camerounais, si Paul Biya avait permis, parce que le Cameroun a la même potentialité, si Paul Biya avait permis au Cameroun d'atteindre les niveaux économiques de Singapour, ça ne m'aurait pas posé problème. Les Africains sont fanatisés par le concept de démocratie. Ils veulent l'alternance pour l'alternance et non l'alternance pour les résultats. Je n'ai aucun problème avec un dirigeant qui fait 1000 ans au pouvoir si les résultats sont là. Donnez de l'eau, un emploi, la sécurité, l'électricité à vos concitoyens et ils ne chercheront pas à savoir combien de temps vous passez au pouvoir. Même en Allemagne, il n'y avait pas de limitation de mandat, ce qui a permis à Madame Merkel
de faire plus d'une décennie au pouvoir et l'Allemagne était première puissance économique. Elle aurait pu continuer si elle l'avait voulu, que les Allemands n'y auraient pas trouvé un problème. Quand je compare mon pays, où Paul Biya dit qu'il pratique l'alternance avec le Burkina Faso, je constate qu'il y a un excédent commercial au 4e trimestre de 2025 de 1,6 milliard de dollars pour le Burkina, 928 milliards de francs CFA. Pendant que le Cameroun et son alternance sur la même période a un déficit qui avoisine les 2200 milliards selon l'Institut national de la statistique. Donc mon problème, et le problème d'Ibrahim Traoré, le focus, il est à ce niveau. Il est en train de dire, nous sommes dans un contexte précis, nous sommes dans une situation compliquée et évidemment ceux qui veulent se débarrasser de nous participent à financer, c'est un fait, le terrorisme sur notre territoire pour dire que c'est nous qui utilisons cela comme prétexte pour s'éterniser, comme si les élections allaient régler la question terroriste. Les résultats, le Burkina a affirmé contrôler 74% de son territoire. Les mauvaises langues diront que ce sont les djihadistes qui contrôlent 75%. Je pense que si c'était les djihadistes qui contrôlaient 75%, on en entendrait un peu plus parler que maintenant. Donc les résultats étant quand même encourageants, le Burkina et la jeunesse burkinabé se dit il vaut mieux continuer avec celui-là vers le cheminement qui est dans la démocratie que nous souhaitons, plutôt que de tout gâcher juste pour organiser des élections sans que le résultat au-delà de l'élection en elle-même ne soit observable. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire, Madame Kanté. Fabrice vous a repris tout à l'heure sur le fait que dans le rapport, on parlait des morts causées conjointement par l'intervention. Mais c'est parce qu'on n'a pas pu faire reculer le JNIM, s'il vous plaît. Et également, cette manière de museler l'expression du contradicteur relève de ce que vous-même vous critiquez. D'accord, je l'assume. C'est bien de parler de propagande. Je l'assume. C'est bien de parler de propagande, mais encore faut-il manifester le comportement contraire. J'assume que nous n'allons pas nous en sortir dans une émission, justement, si la configuration est comme ça, et vous allez pécher par un déficit de crédibilité si vous n'incarnez pas. Non, pas du tout, pas du tout. C'est ce que vous pensez, c'est pas, il y a aucun texte qui dit qu'elle couper son interlocuteur est un péché, ou conduit en prison. Non, pas du tout. Vous avancez sans me tenir compte de moi, s'il vous plaît. Quand l'exception devient la règle, je tiens compte de vous parce que je n'arrive pas à pousser dans mon analyse. Quand l'exception devient la règle, évidemment, ça viole les lois d'un plateau de débat sérieux. Il faut que nous, justement, confrontions les arguments mutuels des uns et des autres. Vous posez un problème important, les dérives d'un pouvoir politique. Mais vous posez une mauvaise solution à un problème réel. Le musellement de l'expression, les arrestations arbitraires, les tortures et voire même les assassinats ne sont pas le fait des juntes militaires. On n'a pas une junte militaire au Cameroun. Il n'y en a pas au Sénégal, mais on a quand même vu une cinquantaine de personnes qui ont perdu la vie dans des élections parce que Macky Sall voulait y aller au-delà du moratoire de 6 mois qui était, au-delà du délai prévu par la Constitution début avril, et il voulait s'accorder un moratoire de 6 mois. Il n'y a pas une junte militaire en Côte d'Ivoire qui est une démocratie qui a réussi quand même l'exploit d'avoir piétiné la Constitution à plusieurs reprises. Il est au 2e mandat de trop, Alassane Ouattara. Donc, poser un diagnostic comme celui-là, c'est-à-dire sous Blaise Compaoré, ça allait très bien. La preuve, il a assassiné son ami Thomas Sankara, que sous les démocraties des hommes qui portent un costume, tout va bien dans le meilleur des mondes, ce n'est pas la réalité. Je suis contre toute dérive autoritaire, mais je suis contre justement l'assainissement du contexte politique dans un débat, mais pas dans le démantèlement de toute la structure à cause d'une dérive qui peut être réglée autrement. Qu'est-ce que les États de l'Est ont réalisé ? Ils nous ont conduit, nous, les pays d'Afrique centrale, par exemple, à nous intéresser à la politique en Afrique de l'Ouest et à désirer réellement cette symbiose africaine dans une logique de panafricanisme, comme l'ont voulu Kwame Nkrumah, Thomas Sankara. Est-ce que c'est suffisant si les voix sont silencieuses dans ces pays? Non, les voix ne sont pas silencieuses. Le problème, c'est que les opposants ne peuvent pas s'exprimer librement, les partis politiques ont été interdits. Le problème, c'est que ceux qui parlent de propagande font eux-mêmes de la propagande. Regardez le contexte au Moyen-Orient. Quand vous regardez à la télévision française les débats sur l'intervention américaine et en Israël, on vous dit la propagande de la télévision d'État iranienne affirme que. Ayant fini par oublier que l'intervention en elle-même piétine toutes les conventions onusiennes et que Israël et les États-Unis se comportent en État voyou en Iran en menant une opération qu'ils n'avaient pas le droit de mener quel que soit le contexte. Donald Trump a dit on va ramener l'Iran à l'âge de pierre. C'est exactement comme les Iraniens qui disent on va détruire Israël, mais pourtant on n'est pas allé. Ça ne répond pas tout à fait à ma question. Ça répond à la question. Il faut que vous laissiez l'analogie terminer. Je suis en train de dire que ce que Ibrahim Traoré fait donc, c'est qu'il évite que ceux qui l'accusent de propagande utilisent cette accusation comme moyen de défense pour sécuriser leur propre propagande, en présentant cet angélisme démocratique comme la panacée absolue. Ce n'est pas sérieux. Dire que s'il y avait élection
le djinnim allait mieux se comporter, on n'allait pas sur 360 km de Bamako. Vous ne pouvez pas expliquer en quoi l'élection aurait empêché des djihadistes de bloquer. Mais quelle perspective alors? Si le djinnim n'est pas éliminé dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, il faudra maintenir ce même pouvoir? Il faudra démanteler ce pouvoir si on a la certitude que l'alternance produira des résultats. Monsieur Ibrahim Traoré a renversé Roch Marc Christian Kaboré dans l'optique de régler la situation sécuritaire. Henri Sandaogo d'Amiba, dans l'optique de régler la situation sécuritaire. Et c'est un peu dans la même logique que d'Amiba, a renversé Ibrahim Traoré. On peut constater évidemment, comme dans un chantier, que les délais sont plus longs que ce qui était prévu. Mais il ne faut pas occulter le fait, et je le dis, je l'assume. J'ai évoqué cet élément ici à plusieurs reprises que tous les Africains connaissent. Le fait que les Ukrainiens eux-mêmes ont avoué avoir apporté un soutien logistique et matériel clair à l'intervention de Tinzawaten qui a causé la mort à plusieurs soldats. Et là, c'est l'intervention reconnue. Ça veut dire qu'il y a des interventions non reconnues qui renforcent dans le pouvoir des djihadistes sur le territoire et qui nourrissent le narratif selon lequel, regardez, ils n'arrivent pas à juguler la crise. C'est normal quand l'ennemi est renforcé et soutenu. Évidemment que j'ai plus de difficultés que celui qui était là avant moi. Et peut-être que lui, il avait la vie facile parce qu'il se dressait moins contre les intérêts impérialistes. Pour finir, de la même manière que le Qatar, l'Arabie Saoudite, qui ne sont pas du tout des démocraties, n'inquiètent pas beaucoup les Américains sur le sort de la femme et les droits de l'homme que l'Iran, qui est dans une logique plus progressiste que cela. Il se passe exactement la même chose dans nos États en Afrique. Je ne suis pas dans l'angélisme des coups d'État militaires ou dans la diabolisation de l'alternance politique, mais je dis chaque élément doit être analysé de manière pragmatique, contextuelle, et non, une fois encore, sur le principe. Alors... Niger Jamouria, Niger Togo, Génération Tchani, on avance jusqu'au bout. Niger Jamouria, souveraineté. Le Ménaga vers sa liberté. Saraounia nous regarde depuis l'au-delà. Reine guerrière, ton sang coule en nous déjà. Au Niger, berceau de l'humanité. Au Niger, ta grandeur est retrouvée. Yayemou, nos ancêtres, Yétamou, notre terre, Al-Barka, bénédiction, Nassara, victoire. Général. Les deux là, c'est fini, je parle plus d'eux, hein. Je lave mes mains, c'est ceux-là. Moi, je parle plus d'eux. Quand je fais mes vidéos, je parle seulement qui des IB. Les gens viennent dire non, pourquoi tu parles pas de Assimi Goïta, pourquoi tu parles pas de Tchad. Moi, je parle plus d'eux, hein. Tu as parlé d'eux, tu as dit quoi? Quelqu'un t'a dit que le président Tchani, on t'a dit que l'impérialisme a pris 2 ans en train de préparer une attaque dans son pays. Avec des drones kamikazes, ils ont pris 2 ans pour se préparer. Hein. Lui, il a pris au moins 15 minutes pour repousser l'attaque. Dans toute l'histoire de l'Afrique, il n'y a jamais un pays que l'impérialisme a osé prendre des drones kamikazes. Vous savez, drones kamikazes, vous connaissez ce que ça signifie. On prend pour attaquer le gars et puis lui il repousse, c'est-à-dire il arrive à les contrecarrer, il met la main sur eux en moins de 15 minutes. Vous pensez que lui là c'est l'homme? Tu as parlé de lui, tu as dit quoi? Assimi même lui-même pour l'enlever un médicament dedans. Lui pour les médicaments dedans. Quelqu'un te dit que son armée a réussi à repousser 7 attaques en une journée. Même les États-Unis n'ont jamais accompli cette mission-là. Si tu donnes cette mission aux États-Unis là, cette mission est échouée pour eux. Quelqu'un, lui, son armée, l'année passée en 2025, c'est pas devant vous ici, 7 attaques de terreau. En une journée, son armée a contrecarré ça, ils ont mis la main sur eux. Donc eux là, ils sont comme sel dans sauce. Tu veux ou tu veux pas, on fait pas la publicité, on parle plus d'eux. Eux, ils ont rien à prouver encore, c'est fini. Eux, ils sont comme sel. Celle qui est là, dans le monde entier, là, même si tu manges pas sel, tu connais sel quand même. Personne ne peut faire publicité de sel. C'est comme ça, eux, ils sont. Eux, ils ont plus rien à prouver encore, c'est fini. Donc, tu as dit quoi de nouveau sur eux qu'on ne sait pas. Ou bien ceux-là, même les bébés, les nouveaux nés même les connaissent. Sinon, de toi à moi, 7 attaques en Côte d'Ivoire. Non. C'est que l'Adi Crédit va rester chez Macron à vie, il va plus jamais mettre pied en Afrique même. 7 attaques. Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont finis. Et puis on te dit que son collègue qui est là, lui, c'est drone kamikaze, ils ont pris pour l'attaquer. Ils se sont préparés pendant combien d'années? Lui, il a repoussé ça en 15 minutes. Yes. Et puis quand il finit maintenant, il dit, l'Adi Crédit, ton attaque là, je peux répliquer, par ton pays, ton pouvoir même où tu es assis dessus là. C'est quand tu prenais le pouvoir, moi, il a fait Côte d'Ivoire. Et puis quand il cite les villes, les noms de Côte d'Ivoire, toi-même, tu es ton pays là, mais tu ne maîtrises pas même que Tiani. Donc, ceux-là, tu as dit quoi sur eux? Fort de puissance, de dignité, de liberté pour l'Afrique. L'Afrique pour les Africains. La terre d'Afrique est pour les Africains du monde entier. Notre terre est notre terre. L'Afrique est notre terre. Mes frères,
où que vous soyez. Bientôt, le port du Mali sera opérationnel. Bravo aux Maliens. Écoutons déjà la lancée du port qui sera au Mali le 1er avril. Donc les amis, bravo pour Assimi Goïta, le président du Mali, qui est en train de travailler. On voit le travail acharné. Écoutons déjà. Au terme de ces travaux, le Conseil des ministres a adopté plusieurs décisions structurantes marquant une nouvelle étape dans la mise en œuvre des priorités stratégiques de l'organisation. S'agissant de la navigation sur le fleuve Sénégal, pilier fondateur de l'OMVS, le Conseil a autorisé l'engagement de la première phase du projet et donné mandat à la SOGENAV pour lancer les travaux. Le Conseil a également demandé l'organisation, en avril 2026, d'une cérémonie de haut niveau de pose de la première pierre des travaux de la navigation sur le fleuve Sénégal. Le Conseil a invité les États membres à accélérer la finalisation de leurs engagements financiers et a engagé le Haut Commissariat, en rapport avec la SOGENAV, à explorer des mécanismes de financement complémentaires pour les phases ultérieures. Alors les amis, lancement du port vers le côté du Mali. Les amis, ça va servir à la AES une puissance encore mondiale. Donc les amis, actuellement, comme vous dit, la AES est en train de rejoindre à la puissance mondiale africaine. Parce que lorsqu'ils auront le port à l'accès, c'est fini. Ils n'ont pas à supplier certains pays pour qu'ils les donnent l'accès au port pour transporter des matériels premiers pour travailler dans les pays. C'est l'échange. Avec les matières qui sortent actuellement vers le côté du Mali, le Burkina Faso et le Niger, va passer vers le Mali. Bravo encore. Bravo les gars, ça mérite merci des soutiens, merci des partages les gars. Ça mérite merci des partages. Ah oui. 5,5 de PIB en 2026. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Malgré le blocus, malgré la multiplication d'actes malveillants, malgré les critiques de toutes sortes, et je peux continuer comme ça pendant 2 heures. Tout ça, les amis, n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit d'un combat acharné pour recouvrer sa souveraineté. On peut dire que le Mali a perdu beaucoup de temps, beaucoup d'années. Mais il vaut mieux tard que jamais. Je ne vais pas trop parler de l'or malien. Ce qui m'intéresse ici, c'est comment ces ressources sont gérées. Parce que l'or a toujours existé au Mali, mais c'est sa gestion qui a changé. En plus de ça, le FMI, dans son rapport, parle également de l'amélioration de la situation sécuritaire. Ils ont tout fait pour affaiblir ce pays. Plus exactement, ses dirigeants. Aujourd'hui, ils sont obligés d'admettre que le Mali avance à grands pas. Le PIB est au rendez-vous, la sécurité est là et tout le reste suivra, Inch'Allah. Ah, l'AES, 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 l'AES. L'AES a tellement traumatisé les médias français jusqu'au point où ils sont allés jusqu'à perdre leur dignité et leur crédibilité. Les seuls médias qui donnent la parole aux terroristes, c'est les médias français, notamment France 24. Les seuls médias dans le monde où tu peux les voir donner la parole aux terroristes, c'est les médias français. Pourtant, eux, ils nous font croire qu'ils défendent les droits de l'homme, qu'ils sont contre aussi les terroristes. C'est-à-dire, ils font croire au monde que le terrorisme, c'est l'ennemi commun du monde. Et partout où il est, il faut le combattre. Ça, c'est ce qu'ils nous font croire. Et derrière ça, voilà ce qu'ils font. Donner la parole aux terroristes qui vont se masquer pour s'expliquer. Tellement l'AES les a tellement traumatisés jusqu'à ils ont perdu toute leur dignité. C'est incroyable. Franchement, je n'arrive plus à comprendre. C'est phénoménal ce qui se passe. C'est-à-dire, franchement, je ne sais plus quoi dire, mais vous savez quoi? Ce genre de comportement,
ne fait que forger la population de l'AES vers les dirigeants. Même ces individus qui croient encore aux politiciens, quand ils voient ce genre de comportement, à un moment donné, ils se disent que ah non, ces gens-là aussi ils vont très loin. Franchement. Mais toujours au cœur des priorités nationales, à cap sur le renforcement des capacités de défense du Mali, l'armée malienne poursuit sa montée en puissance. De nouveaux équipements militaires acquis sur fonds propres de l'État ont été acheminés hier à Kati. Comme à chaque réception, une population enthousiaste est sortie massivement pour saluer l'arrivée de ces moyens logistiques. Tiamaro Konaté nous fait vivre l'arrivée de ces nouveaux équipements militaires. Entrée solennelle de nouveaux équipements militaires, incarnation d'une nouvelle démonstration de force pour ébranler une fois de plus les ennemis de la paix, l'effet contraire se produisant pour les paisibles citoyens. Les témoins oculaires sont plongés dans une euphorie indescriptible devenue virale tout au long de l'itinéraire. Difficile et même très difficile de laisser vrai du micro et de l'objectif de la caméra. Ni jugu bɛ san na diɲɛ ka bin ka Manu a ma taa di an bolo wulilen don a Mali t'a bila an bɛɛ bɛ sa Mali nɔfɛ Asimi an ka taa dɔrɔn fo ma min kɔ Ala ka barika don Asimi na walayi Asimi nana an ka jamana bɔra nɔgɔ la walayi Asimi jɔyɔrɔ yera walayi bon ne mobili ba ninnu a diyara n ye an ka jamana kɔni u b'u k'u défend yɛrɛ yɛrɛ de kɛlɛ in bɛ cogo min na n b'a dɔn u tɛna ko in dabila. Même ferveur à Kati, cette fois-ci sur fond d'innovation. Il s'agit de la sonorité envoûtante produite par ces joueurs de tamani, faisant penser à une cérémonie de mariage. La scène se passe tout simplement des commentaires. Ces équipements militaires viennent confirmer davantage la montée fulgurante en puissance de l'armée, notre outil de défense. Une œuvre des autorités de la transition suivant une trajectoire tracée par le président, le général d'armée Assimi Goïta. Qui veut la paix prépare la guerre. C'est pourquoi le président il continue à renforcer et à équiper les forces armées maliennes à travers des équipements de dernière génération. ne kontanen do bi ma kuma anw de bɔ kana kɛlɛkɛminɛn ninnu kunbɛli la an dalen b'an cɛw la an cɛw y'an ka fierté de Asimina ka cɛdenw Kati Sarasumuso an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini. C'est un message fort pour les ennemis de la nation de déposer les armes. Nous remercions ici le général d'armée Assimi Goïta et son ministre de la Défense, le général de corps d'armée Sadio Kamara. Nous remercions tous les peuples maliens qui ont eu le sacrifice de faire ça aujourd'hui pour qu'on puisse avoir cet équipement-là aujourd'hui. Outre l'achat des équipements, la formation des hommes bat son plein dans les différents centres créés pour l'occasion. Ainsi se poursuit la dynamique de refondation de l'armée malienne. Il faut qu'on se réveille. C'est possible. C'est possible. Croyons en nous. C'est possible. Tout le monde a un cerveau. Tout le monde peut faire au-delà de ce que vous faites. Vous êtes journaliste. Si vous puisez bien dans votre tête, vous pouvez être un ingénieur mécanicien peut-être. Vous pouvez être un ingénieur électricien. Moi, je suis convaincu d'une chose. Dieu a donné la capacité à tout le monde. Et on ne peut pas être figé sur une seule chose. On peut faire beaucoup de choses. Et c'est ce que j'essaie de booster au sein de la jeunesse. Je rencontre beaucoup de jeunes. Et je les encourage à développer beaucoup de choses. C'est possible. On nous a endormis. Regardez les réseaux sociaux. C'est ça qu'on nous a servi. On dort. Réveillons-nous. Oui, Monsieur le Président, l'Afrique doit se réveiller, vous venez de le dire. Le Burkina Faso est peut-être sur le chemin, justement, 1 an après la proclamation de la révolution progressiste populaire. Quelle adresse vous avez donc à l'endroit de cette jeunesse dont on vient de parler et du peuple burkinabé dans son entièreté? Alors, je reviens sur certains mots encore. Il faut que les Africains arrêtent de se leurrer. La démocratie telle qu'on nous l'a dit ne développe pas. C'est faux. Tous les peuples sont passés par une révolution avant d'arriver à la démocratie. Et comme je dis aux gens, si on se met en tête que nous sommes dans les années 1800 par rapport aux pays développés, il faut une vraie révolution. Révolution dans le comportement, c'est-à-dire le mind, révolution industrielle, révolution dans tous les secteurs pour essayer de créer et devenir nous-mêmes, pour rattraper ce retard. Sinon, la démocratie telle qu'on nous flatte, vous voyez beaucoup de nos intellectuels qui ont été à l'école, la démocratie, ils ne savent même pas ce que c'est. Les mêmes qui crient ça, sur le même instant, si vous l'attrapez, vous le dites,
Ok, démocratie, on tue des enfants. Démocratie, on largue des bombes, on tue des femmes, on détruit des hôpitaux, on tue des populations civiles. C'est ça la démocratie? Ils font comme s'ils ne voient pas ça. Là, ils ont les yeux fermés. Il faut que les jeunes Africains comprennent que c'est faux. Cette notion de démocratie, elle est fausse. C'est juste un bâton que les gens tiennent et ils les sortent contre les Africains et certains peuples. C'est tout. Donc, il faut oublier la notion de démocratie. Il faut prendre l'esprit révolutionnaire. Révolutionner nos vies. Et l'esprit révolutionnaire, ça demande beaucoup de sacrifices. Parce que, comme je l'ai dit, les mentalités ont été détruites. Regardez, dans certains pays en Afrique, les jeunes ne peuvent même pas s'asseoir, parler du sérieux de l'avenir de leur pays. Tout ce qu'on sait faire, ouais, les histoires de buzz sur les réseaux sociaux, c'est ce qui intéresse. Les futilités. Il faut qu'on quitte cela. Je dis souvent, quand je sors, il faut que les jeunes reviennent à la science. On ne peut pas continuer d'avoir une jeunesse. C'est faire de la comédie, faire des futilités sur les réseaux sociaux et danser au hasard, je ne sais pas quoi. Ça ne va nous mêler nulle part. Et quand vous regardez les soi-disant influenceurs ou quoi, ceux qui font les vidéos, qui font ces conneries-là, c'est-à-dire il est là, ou bien une fille, elle est là, elle danse seulement, c'est là-bas qu'on suit. C'est des millions de vues. Mais un jeune qui est assis, qui est en train de montrer comment un engrenage peut être fabriqué ou quoi, la mécanique ou bien comment un truc de médecine, un outil, il n'est pas écouté. Là-bas, vous n'allez rien trouver. On ne regarde même pas ces pages-là. Ou bien un jeune qui conscientise, qui fait des vidéos pour éveiller les consciences, très peu suivi. Mais l'Afrique ne peut pas s'en sortir comme ça. Je suis désolé. Si on continue comme ça, on restera esclave pour toujours. Ce sont des vérités. D'autres vont dire même qu'un chef d'État ne doit pas dire ça, c'est cru, c'est truc. Ces mêmes intellectuels-là, demandez-les. Ils sont allés faire l'école des chefs d'État là-haut pour dire ce que le chef d'État doit faire ou ce que l'État doit faire, ce que l'État ne doit pas faire. Croyons en nous. Et il faut aussi qu'à une certaine sphère, on donne l'occasion aux jeunes de s'exprimer. Quand il dit l'occasion de s'exprimer, c'est quoi? On a une très mauvaise habitude en Afrique. Quand vous voulez donner un travail à un jeune, l'expérience. Il n'a pas l'expérience. Il n'a pas l'expérience. On n'a pas confiance aux jeunes. Mais il va avoir l'expérience où? En Europe, il y a des jeunes de 19 ans, des jeunes qui créent des choses et qu'on les donne l'occasion de faire. Mais ici, l'expérience. La dernière fois, j'ai taquiné, je disais à un ministre, parce que dans nos procédures de marché ici, j'ai fait supprimer le marché similaire, c'est-à-dire c'est l'expérience du marché. Et si vous ne donnez pas l'occasion de faire le premier marché, comment est-ce qu'il va faire? Moi, j'ai fait supprimer ça, j'ai fait supprimer beaucoup de conditions. Il y a un ministre qui disait qu'il faut être prudent, c'est quoi. Il dit c'est à nous de mettre tout en œuvre pour que le jeune soit droit et faire ce qu'il doit faire. Mais si vous dites l'expérience, est-ce que vous avez l'expérience de ministre avant que je vous nomme ministre? Et les gens ont ri. Mais arrêtons avec ça. Ayons confiance aussi aux jeunes, donnons-leur c'est-à-dire la chance de s'exprimer. Et ça, c'est important. Si on se réveille et qu'on a confiance en nous et qu'on nous donne l'espace, moi, je pense que l'Afrique peut s'en sortir. Le cas échéant, il ne faut pas se flatter. Tout ce qu'on fera, en fait, on va créer nos petits Eldorado. C'est-à-dire que quelques pays vont se développer, mais la grosse masse n'ira nulle part. On continuera d'aller mourir dans l'océan. Et voilà. Parce que le Burkina seul, si je prends le cas du Burkina, si nous seuls, on se met à se développer, pourquoi on prêche pour tout le monde? Nous, on ne peut pas accueillir toute la masse africaine qui veut travailler. C'est impossible. Mais si on ne le fait pas ensemble, on fait comment? Donc tout le monde a intérêt à se réveiller. Et moi, je pense qu'un avenir meilleur est possible. L'Afrique a toutes les potentialités. Tout. Il n'y a aucune explication qu'il y ait du pétrole en pagaille au Niger, au Mali ou quoi, et qu'il ne se développe pas dans peu de temps, comme ces pays du Golfe qui ont des pays pétrole de quoi aussi. Il n'y a aucune explication. Il n'y a pas d'explication qu'on ait l'or ici et certains produits qu'on ne peut pas se développer comme certains pays aussi en Europe qui ont rien que ces ressources-là. Il n'y a aucune explication. C'est la gouvernance. Et la jeunesse a son mot à dire, sans manipulation, avec respect et trucs, il doit pouvoir le faire. Le cas échéant, il faut une révolution. C'est clair et net. Merci, Monsieur le Président. Ladies and gentlemen, welcome to Mali, the jewel of West Africa, a land of music, culture, and history.
good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Cause this is Africa. Personne ne peut, ici au Sahel, ici en Afrique, croire que Donald Trump respecte la souveraineté des pays. Alors, il nous reste à expliquer pourquoi il choisit d'utiliser cette feinte envers le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cette feinte pour moi n'est qu'une ruse tactique. Parce que sur le terrain concret, Donald Trump avance. Il a installé ses troupes au Ghana. Et le Ghana, qui prétend désormais être dirigé par un panafricaniste, a des comptes à rendre aux Africains. Sur ce positionnement et ce laxisme envers l'armée américaine, dont on sait pourtant qu'elle est l'armée d'une puissance qui a créé les groupes terroristes, qui les a financés, qui les arme et qui les renseigne. Donc, sur le plan concret, Donald Trump, l'OTAN, encercle réellement l'AES. L'OTAN est militairement placée au Sénégal. Elle est militairement placée en Mauritanie. Elle est militairement placée au Maroc. Elle est militairement placée en Algérie, l'OTAN. L'OTAN est placée en Libye. L'OTAN est placée au Nigeria. L'OTAN est placée au Cameroun. L'OTAN est placée au Gabon. L'OTAN est placée, je parle là du cercle autour de l'AES, au Nigeria. L'OTAN est placée au Bénin. L'OTAN conserve une présence au Togo. L'OTAN est alors tranquillement chez elle au Ghana. L'OTAN est alors en villégiature en Côte d'Ivoire. Ses officiers siègent même dans l'état-major de l'armée ivoirienne. Donc quand vous regardez la carte militaire réelle du positionnement de l'OTAN, vous êtes d'accord avec le fait que Donald Trump et ses stratèges ont opté pour un encerclement militaire de l'AES. Et pourquoi est-ce qu'ils le font? Mais parce que celui qui était le sous-gendarme occidental de la zone n'en a plus la capacité, à savoir la France. Ils viennent compenser l'incapacité de la France à mener concrètement une politique néocolonialiste militaire contre ses anciennes colonies, ses anciens territoires sous tutelle. Donc, concrètement, l'Alliance des États du Sahel est militairement encerclée par l'OTAN. L'OTAN continue d'espionner l'Alliance des États du Sahel. L'OTAN utilise ses satellites, les États-Unis utilisent leurs satellites pour voir tout ce qui se passe au Sahel. Ils regardent tout ce qui se passe au Mali, tout ce qui se passe au Burkina, tout ce qui se passe au Niger. Ils ont l'œil dans nos affaires tous les jours. Et pour tromper, croit-il, notre vigilance en Afrique, ils disent qu'ils renseignent de temps en temps nos gouvernants sur les mouvements terroristes. Il s'agit d'un micmac. Je tiens à vous rappeler que chaque fois qu'ils disent qu'ils ont fait des frappes sur les groupes terroristes, on ne voit jamais les dégâts et on ne voit jamais les morts. Prenons la fameuse frappe de Donald Trump dans la région de Sokoto. Quels sont les résultats? Je vous demande d'aller faire une enquête de presse. Quand Donald Trump a bombardé le Nigeria, il a tué combien de terroristes? Aucun terroriste n'a été tué par les bombardements de Trump. D'ailleurs, les bombardements de Trump n'ont même pas été faits dans la zone où les terroristes sont réputés être au Nigeria. Et c'est le témoignage de plusieurs Nigériens vivant dans la zone. Donc voilà des gens qui prétendent renseigner le Niger, renseigner le Burkina, renseigner le Mali sur les mouvements terroristes, histoire d'entrer dans l'intimité des états-majors de l'AES et par la suite de savoir comment les frapper. Donc pour moi, le déplacement de M. Nick Checker est un déplacement tactique, ayant pour but de tenter d'endormir la vigilance, la lucidité des dirigeants sahéliens, des systèmes de sécurité sahéliens pour les frapper dans le dos. Est-ce que vous avez des preuves? Je n'ai pas, c'est pas comme j'ai des preuves, ce sont des choses qui sont faites. Alassane Ouattara est sorti devant caméra tel que je suis assis, devant caméra, micro allumé, et il a dit aux yeux du monde entier qu'il a demandé au chef d'état-major de Côte d'Ivoire de mobiliser son bataillon et que la trésorerie ivoirienne a déjà donné son OK pour décaisser le maximum de milliards afin que l'opération puisse atteindre son objectif. C'est pas moi qui le dis. À partir d'Abuja, l'armée nigériane avait déjà commencé à décoller. Cotonou avait déjà mobilisé ses bataillons. La France avait déjà donné instruction et demandé même aux Français de soutenir l'opération et que
Le Ghana avait déjà donné son OK avec Nana Akufo. C'est pas moi qui l'ai dit, Macron l'a dit, Ouattara l'a dit, Tinubu l'a dit, comment il s'appelle, le président de Bénin, comment il s'appelle, Talon l'a dit. Ce ne sont pas des choses, ce ne sont pas des secrets. On écoute. De l'AES, un vaste écosystème de comptes inauthentiques actifs sur Facebook, TikTok ou encore sur X. Alors, Scoop Africa, La Dépêche africaine, on dirait presque des noms de médias, mais c'est le but de ces profils qui veulent donc discréditer les pouvoirs en place au Burkina Faso, au Mali, au Niger aussi. Grégory, un réseau structuré à l'origine de nombreuses fausses informations. La Dépêche africaine, Ouaga FM, La Voix du Faso, ces pages se font passer pour des médias, mais dans les faits, ces comptes diffusent des fausses informations ciblant les pays de l'AES, mais aussi la présence russe dans la région. Et quelles formes peuvent prendre ces fausses informations? Eh bien, on retrouve de tout. Un faux article attribué à l'agence de presse TASS, un discours manipulé du ministre burkinabé Célestin Simporé. Les modes opératoires sont de plus en plus sophistiqués. La dernière infox en date est apparue au début de la guerre au Moyen-Orient. C'est un deepfake d'une journaliste de la radio-télévision burkinabé. On pense y voir cette présentatrice annoncer que le Burkina Faso va envoyer des soldats à Téhéran. Une infox démentie par la RTB, mais vue plusieurs millions de fois. Nous avons pu identifier un schéma unique de diffusion. Une page publie l'infox en premier. Les autres comptes servent ensuite de relais. Quelques minutes seulement séparent parfois leur publication. Encore plus révélateur sur Facebook, certaines pages se donnent entre elles des avis positifs exactement le même jour. On est donc sans aucun doute face à un réseau coordonné. Ces pages sont toutes basées en Côte d'Ivoire. RFI, un média de propagande qui dénonce des propagandistes en sueur, tous basés en Côte d'Ivoire et en Europe. Qui peut encore s'étonner que la majorité de ces Africains qui détestent l'AES, qui publient des fake news, qui critiquent la Russie, l'Iran sans même connaître quoi que ce soit de ces pays, qui insultent en longueur de journée les dirigeants de l'AES, viennent de là-bas. Ce sont les mêmes qui viennent vous parler d'une prétendue nouvelle crise de carburant à Bamako. Les mêmes qui affirment que les Russes ont des bases militaires dans l'AES. Les mêmes qui annoncent qu'Ibé est en fuite ou qu'il sera bientôt éliminé. Les mêmes qui semblent se soucier plus de l'avenir de l'AES que de leur propre futur qui est pourtant en train de battre de l'aile. Les mêmes pages qui nous annonçaient que le Niger a rompu sa coopération avec la Russie. Quand on gratte sous la surface, on peut envisager que nous ne sommes pas simplement face à des internautes isolés ou à de simples trolls. La répétition, la coordination et la spécificité de leurs attaques suggèrent une opération organisée, probablement financée et planifiée par des acteurs qui veulent manipuler l'opinion publique. Je le dis sans me tromper. Toutes ces pages qui attaquent l'AES sont des outils d'intox. Je suis burkinabé et je viens de l'AES. Le combat continue. Nous n'allons jamais reculer devant l'ennemi. Rappelez-vous très bien que le burkinabé ne va jamais négocier avec son ennemi. Oui, le combat continue toujours. L'AES toujours et l'AES à vie. On va jamais reculer devant l'ennemi. Et l'AES ne négociera pas avec son ennemi. Famille, partagez cette vidéo au maximum. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous rappelle encore que je suis burkinabé et je viens de l'AES. Nous n'allons jamais reculer face à l'ennemi. Car le burkinabé, digne, intègre et fier, ne négociera jamais avec son ennemi. La patrie ou la mort, nous vaincrons. On est en train de construire notre stade de Bobo Dioulasso, Léguéma à Bobo Dioulasso, stade de 15 000 places. Voilà, stade fonds propres, stade sans crédit, stade 100% burkinabé. Voilà, comme vous pouvez constater, le futur stade de Léguéma de Bobo Dioulasso, d'une capacité de 15 000 places, affiche déjà un taux d'exécution de 75%. Voilà, avec des travaux avancés sur les infrastructures techniques et l'ère du jeu, laisse entrevoir une livraison imminente prévue en fin avril. Les frères et sœurs, on peut dire quoi si ce n'est que merci à son excellence camarade capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement. Un merci particulier au ministre des Sports, et c'est ça qui est la vérité. Malgré la tension et plusieurs sanctions, l'AES nous montre que sans crédit, on peut se développer. Ce que vous voyez là, c'est au Niger. Tout le monde parle plus du Niger, pays le plus pauvre. Voilà ce qui se passe. Une nouvelle capitale au Niger, c'est en train de se réaliser. Vive l'AES et vive son excellence Abraham Tchani. Ce que vous voyez là, c'est le nouveau capital. Niger est en train de créer comme ça. Capital qui va avoir à peu près plus de 4000 logements, grands logements. Maintenant, 400 sont prêts.
400 logements sans problème. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Pour développer un pays, pas besoin d'endetter le pays. C'est l'Afrique qui gagne. Vive le Niger et vive la population du Sahel. Le retrait, le renvoi du premier conseiller de l'ambassade du Bénin au Niger, à la suite de l'expulsion de 2 fonctionnaires de l'ambassade du Niger au Bénin, n'est que la partie visible de l'iceberg de la déstabilisation qui se prépare. Voilà pourquoi je veux dire ici, honnêtement, que je trouve suspecte la sortie de l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou, qui, à mon avis, ne s'est pas assez expliqué du rôle qu'il a joué dans la dérive de la gestion de l'État du Niger et dans l'arrivée au pouvoir du renégat Mohamed Bazoum. Je m'étonne d'apprendre et de lire dans la presse un communiqué du président Mahamadou Issoufou appelant à la libération de Mohamed Bazoum, alors qu'il sait les chefs d'accusation qui pèsent sur Mohamed Bazoum. Alors qu'il sait que Mohamed Bazoum est une pièce maîtresse de la déstabilisation du Sahel et de l'Afrique, au service du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, depuis plusieurs années. Je m'étonne que le président Mahamadou Issoufou, dans une situation historique aussi grave que celle-ci, essaie de jouer au Ponce Pilate, de s'en laver les mains, alors qu'il est l'un des acteurs du problème auquel le Niger est confronté aujourd'hui. Car c'est lui qui a contribué à introniser ce Mohamed Bazoum, cet ennemi du peuple nigérien et du peuple africain, qui s'est moqué du Mali en lutte contre le terrorisme, qui a traité avec ses compagnons Hassoumi Massaoudou, comment il s'appelait, le général, j'ai oublié son nom, il y avait un général complètement fou là. Écrivez-moi le nom de ce général fou, qui accompagnait Bazoum dans ses logorées, et qui lui aussi maintenant a rejoint bien sûr la 5e colonne. Qui se souvient du nom de ce général? Écrivez-moi le général Tarka, le général Tarka. N'est-ce pas? Vous vous souvenez du mépris qu'ils avaient envers les pays africains menant une lutte authentique et sérieuse contre le terrorisme. Le Mali et le Burkina Faso. Vous vous souvenez? Abou Tarka, le général Abou Tarka. Abou Tarka, Hassoumi Massaoudou, Mohamed Bazoum. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas craché comme mépris au visage des Africains en lutte? Mohamed Bazoum, qui est maintenant donc le prétexte de l'organisation d'une conspiration contre le régime du CNSP. Mohamed Bazoum, c'est que la face visible d'un iceberg. Le communiqué de Mahamadou Issoufou est une manière de se mettre à l'abri de la foudre des néocolonialistes français et des impérialistes occidentaux qui le guettent. D'autant plus que Bazoum a accusé Issoufou de l'avoir livré, a accusé Issoufou d'être complice de sa chute. Issoufou, qui, tout naturellement, n'est pas un révolutionnaire panafricaniste, veut s'en sortir sans peau cassée. Il croit savoir que les néocolonialistes français, les impérialistes américains, veulent absolument attaquer l'AES et attaquer le Niger. Et Issoufou prépare ses arrières pour dire « j'ai rien fait, c'était pas moi », comme d'habitude. En coucou, lève-vous. Je me suis délecté de cette interview. Je l'ai toujours dit ici et je le maintiens. Son Excellence le Président Ibrahim Traoré reste, à mes yeux, un dirigeant profondément incompris. Vous pouvez le critiquer, l'insulter, mais il a ravivé chez beaucoup de Burkinabés un sentiment de dignité, de fierté nationale, une identité forte, un sentiment d'appartenance à leur pays et une forme de confiance en eux-mêmes qui semblait s'effriter. Il a redonné du souffle à un pays en quête de repères. Il a redonné de la force au Burkina Faso. Et à nous, Africains, pour les plus conscients, pas pour les trolls, Ibrahim Traoré et plus largement l'AES ont redonné à beaucoup l'envie d'y croire à nouveau. Les Burkinabés se sont battus et se sont mobilisés derrière lui pour reconquérir leur souveraineté. Faisons pareil. Personne ne viendra se battre pour les Burkinabés. Et c'est valable pour les Maliens ou les Nigériens. C'est un message que beaucoup d'Africains devraient intégrer dans leur logiciel de pensée. Chaque peuple est responsable de sa propre sécurité.
de sa souveraineté et de son avenir. Ibrahim Traoré, c'est la volonté de puissance. Il dit que si quelqu'un nous pousse à bout, car il s'agit d'une guerre existentielle pour le Burkina, ils feront la guerre. La démocratie, c'est l'esclavage. Il n'y a pas de véritable démocratie dans ce monde. Ils l'appliquent quand ils veulent, et pour l'imposer, ils éliminent des gens. Et il ajoute que le travail et la révolution sont la seule voie pour se développer. Bravo, Monsieur le Président. Force.